Bon. Euh, Abdeslam Bouti, bonjour. Je suis très, très, très heureux de t'accueillir parce que, évidemment, tout ce qui est engineering me passionne, tout ce qui est recherche et développement me passionne. Pas autant que toi, évidemment, mais déjà que je suis ingénieur de formation et ça m'aide davantage à mieux comprendre ta passion. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, je ne vais pas dire qui tu es, je vais plutôt renvoyer les gens. Ta, ta biographie est tellement longue et intéressante que j'ai vraiment envie que les gens la lisent ou la parcourent rapidement. Elle figurera évidemment dans la présentation, euh, mais elle vaut vraiment la peine qu'on s'y attarde. Mais pour ce podcast, alors particulièrement, on ne va pas parler de ton extraordinaire expérience dans le domaine de l'injection plastique. C'est comme ça, en fait, que j'ai entendu parler de toi, puisque toute personne qui a une bouteille de PET, entre autres, de bouteille de plastique, d'eau minérale ou de boisson gazeuse ou de jus de fruits sur la table, a un petit peu de Abdeslam Bouti sur la table. Donc, Il y a 80%, 80% de bouteilles qui sont produites par la compagnie extraordinaire, qui ouais. travaille. Ouais, Extraordinaire. ouais, Et donc, en fait, on va pas parler de ça, mais on va parler de ta passion pour la recherche et développement et ouais, l'innovation dans le domaine industriel. ouais, Et le regard, évidemment, que tu portes sur l'industrie algérienne, passée, présente et future. Le ouais, maître mot de notre rencontre aujourd'hui, ça va être justement le reverse engineering, donc l'engineering inversé. Et ouais. pas plus tard qu'il y a quelques jours, quand l'Iran a bombardé Israël, il y avait beaucoup de reverse engineering dans cette action. On n'en parlera pas, mais on invitera Mhm. les gens à s'intéresser à ce sujet et ils comprendront Ouais, pourquoi il y a eu autant de reverse engineering. Un des grands experts justement du reverse engineering américain qui s'appelle Scott Ritter en a fait la démonstration pas plus tard qu'aujourd'hui. Abdeslam, écoute, encore merci et première question évidemment lors de nos échanges pour préparer ce podcast. Euh, Tu as mentionné à plusieurs reprises que l'Algérie vraiment a manqué à plusieurs rendez-vous industriels cruciaux. Quels éléments spécifiques finalement du modèle sud-coréen de développement industriel qui était basé sur le reverse engineering pourraient mhm. être transposés en Algérie pour relancer une croissance durable? Ben, tout d'abord, je tiens à te remercier pour m'avoir invité pour ce podcast. Je sais ton dévouement et pour l'Algérie et pour aussi donner des idées pour le développement de l'Algérie. Je te remercie beaucoup. Effectivement, le problème, il est là dans cette slide, comme tu le vois. Un des produits que l'Algérie a continué à produire, c'est ces camions d'SMVI, ce K66 qui est increvable. Celui-là, il a été designé par Berlier. On voit à côté à gauche le Berlier, le K-Series, la série K, et qui a donné le Sonacom K66 qui a différents moteurs, le moteur de Deutz qui est fabriqué à Constantine. Sauf que quand on voit ça, tu vois le côté Berlier, la durée de vie de ce Berlier, c'était de 1968 à 1978, 10 ans. Nous, on est resté avec le même modèle, la même configuration jusqu'à aujourd'hui. C'est presque 50 ans. Tu vois? Et c'est ça le problème. Le problème, il y a une impasse. On ne peut pas passer à l'innovation. On a un problème avec ça et on n'a jamais pu passer avec ça, à ça. Mais on a importé de la technologie, on a assimilé la technologie et à chaque fois, quand il y a des changements de régime ou des changements de... qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté le bébé avec l'eau du bain et on n'a pas essayé d'apprendre, on n'a pas essayé de surpasser cette impasse-là de produire de produire des biens qui sont par licence. Alors, je passe au modèle coréen. Les Coréens, ils ont réussi à le faire. Les Coréens, ils ont réussi à le faire. Ils sont passés. On est parti du moins point. L'Algérie et la Corée du Sud sont partis du moins point. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur modèle, il est ainsi dans ce graphique. Alors, on voit ici à gauche, c'est la maturité de l'innovation.
comment que ça passe de l'imitation à l'imitation avancée jusqu'à l'innovation indigène ou l'innovation locale. Et de l'autre côté, il y a les politiques du gouvernement. Il était très actif, hein. Même si c'est un pays capitaliste, il était très actif. Alors, il n'y a pas eu de, au début, il n'y a pas eu d'intervention du gouvernement. Ils ont importé des usines. C'était leur avantage comparatif, c'était la main-d'œuvre qui n'était pas chère. Et ils ont importé les technologies, ils l'exportaient, ils importaient, mais c'est tout la politique en ce moment-là, c'était juste pour créer de l'industrie et d'absorber l'industrie et de créer un stock technologique, ce qu'on dit. À un certain moment, il y a le gouvernement a commencé à intervenir. En 1960, il commençait à intervenir et à faire des lois qui poussent l'industrie à substituer aux importations. Et c'est là qu'il y a eu des imitations. On prenait les produits qui réussissent, qui sont successful, et puis on les imitait en important en les fabriquant par licence et aussi en faisant de la consultation, en important de la consultation pour la gestion et l'exploitation de bureaux de consulting occidentaux. Et puis, à un certain moment, quand les Coréens commençaient à faire de bons produits, et les Occidentaux, surtout leurs colonisateurs, qui étaient les Japonais et les Américains, ils ont décidé de ne plus leur vendre des licences. Alors, ils voulaient changer leurs produits, les améliorer, ils voulaient acheter d'autres licences. On leur a dit non, vous êtes un risque pour nous, vous pouvez nous faire compétition. Ils ont arrêté. Et c'est là qu'on est arrivé. Nous, on est arrivé à ce point-là. Et là, on s'est arrêté ici. Les Coréens, ils ont fait autre chose. Les Coréens, ils se sont dit, avec l'incitation du gouvernement, ils ont dit, il faut maintenant qu'on produise nos technologies nous-mêmes. Il faut qu'on absorbe la technologie qu'on a sur place. Et ils ont utilisé du reverse engineering. Ils ont fait de l'imitation avancée. L'imitation avancée, tu imites un produit, tu l'améliores. Et là, tu arrives en coupant les coûts, en améliorant la qualité, la performance, et ainsi de suite. Et là, ils ont fait une autre promotion qui est la promotion de l'exportation. Et à cette étape-là, quand ils ont commencé à faire l'exportation, il faut qu'on fasse la compétition avec ces. Nous, on n'est jamais passé là. On a fait quelques exportations avec des pays amis, mais on n'a jamais fait le scale-up pour le volume ni pour l'exportation. Et c'est ça le problème. C'est ça notre problème. On n'est jamais passé de cette étape-là. Et là, ils ont commencé à investir massivement dans la recherche et développement. Et là, à un certain moment, ils ont commencé à devenir innovateurs et c'est l'un des pays les plus innovateurs au monde. Et ça, ce modèle est très important à comprendre. Et le point fort de ça, c'est que le gouvernement a forcé les compagnies à produire à l'interne et à assimiler la technologie et faire du reverse engineering et produire des produits par reverse engineering. Nous, on aurait pu le faire, mais il y avait pas la motivation ni, comme on dit, un tordage de bras de la part du gouvernement pour les organisations pour qu'ils le fassent. D'accord. Et c'est ça, Euh, c'est ça qui. Abdeslam, tu vois bien qu'on n'a pas commencé par la définition du reverse engineering, que nous ne donnerons pas d'ailleurs, parce que on est certainement passé à côté de quelque chose de très très important. Et justement, ton expérience elle t'a permis vraiment de souligner l'importance du design des produits et de l'outillage pour l'innovation industrielle. C'est Ouais, peut-être une des clés du problème que nous avons. Et pour ces aspects, pourquoi ces aspects ils ont été négligés en Algérie? Parce ouais, il faut bien qu'on trouve, qu'on essaie de comprendre, et comment leur intégration via justement le reverse engineering ouais. pourrait-elle transformer l'industrie algérienne? C'est très important, je pense. Ouais, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et laisse-moi d'abord expliquer ce que c'est le reverse engineering. Le reverse engineering, Autorisé, autorisé. ouais, le reverse engineering, c'est sûr. Reverse engineering, c'est quoi? C'est l'extraction d'informations d'un produit existant pour comprendre comment il fonctionne, pour comprendre comment que les composantes s'assemblent ensemble et comment le produit marche. Et on voit ici à gauche le forward engineering qui est l'engineering classique. Alors, on a des besoins de clients du marché, on fait un design et après on fait un prototype, on le teste à l'interne, puis on le teste à l'externe et finalement on a un produit. Le reverse engineering, c'est l'inverse.
On part d'un produit, on le désassemble et on teste les matériaux, on cherche comment les pièces ont été fabriquées et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait? On recouvre l'information, on recouvre la technologie de ce produit-là. Et généralement, quand on recouvre ça, on finit par optimiser. Tu sais, les produits d'ingénierie, c'est comme des œuvres d'art. Les œuvres d'art ne sont jamais finies. Ils sont toujours perfectibles. La même chose pour les produits manufacturés. Tu as des contraintes de coût et de temps qui poussent les ingénieurs à un certain moment arrêter leur développement et lancer les produits. Alors, c'est ça ce qui se passe. Et généralement, pour que les gens ne pensent pas que reverse engineering, c'est copier. Non, c'est pas copier, c'est améliorer les produits. C'est de l'innovation. C'est de l'innovation, le première étape ou le premier pas de l'innovation. Parce que généralement, quand tu fais du reverse engineering, j'en ai fait beaucoup, moi, tu finis avec un produit différent, amélioré, meilleur, mais il te permet de partir d'un point plus avancé et de ne pas dépenser beaucoup de temps, de ne pas dépenser beaucoup d'argent. Alors, pour revenir à ta question, pourquoi dans le programme de l'industrie industrialisante de Bernitz que l'Algérie a pris et beaucoup de pays ont suivi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était un bon plan, c'était bien, mais sauf qu'ils ont oublié deux choses. Ils ont oublié de créer des bureaux de design dans chaque compagnie qu'ils créent. Ils pensent juste à produire. Alors, ils achètent les machines, ils achètent les matériaux et les outils et ils commencent à produire. Ils pensaient aux produits. Ils étaient product oriented. Ils ne pensaient pas au process. Le process, tu as besoin d'un bureau de développement, tu as besoin d'une fonction de développement, de design et de développement de produits. En plus de ça, pour faire un produit, tu as le design qui est la base. Mais pour faire le design, tu as besoin d'un procédé, un procédé de fabrication, de la machinerie, des skills, des savoir-faire. Et tu as aussi besoin de matériaux. Alors, les matériaux, ils ont investi, mais ce qui est dommage en Algérie, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup investi dans la pétrochimie. Et c'est ça, j'arrive pas à comprendre comment l'Algérie, avec tout son gaz et tout son pétrole, n'a pas une industrie pétrochimique. La dernière fois que j'ai entendu parler d'une usine de polypropylène, ils vont la faire en Turquie, en collaboration avec les Turcs. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi on n'est pas devenu un géant dans la pétrochimie. Anyway, on revient là. Et c'est que tu navigues entre tout ça et pour faire un design, tu as besoin de matériaux, tu as besoin de procédés, mais pour mettre en forme, pour donner la forme au produit, tu as besoin d'un outillage. Et l'outillage, c'est pas le tournevis et la pince et la clé en molette. L'outillage, c'est les matrices de formage des feuilles de métaux, c'est les filières pour l'extrusion, c'est les moules à injection, c'est des produits de haute valeur ajoutée. C'est incroyable, c'est de haute valeur ajoutée et cela, il a été négligé. Sais-tu par exemple qu'en Algérie, je ne connais qu'un seul mouliste, un seul fabricant de moules en Algérie, à Steph. Il est petit, il est petit. Et pour l'estampage, quand tu voyais le K66, sa carrosserie est restée la même. Parce qu'on n'a aucun fabricant de matrice d'emboutissage ou de design de matrice d'emboutissage. Jamais. On n'a pas ça. On n'a jamais pensé à ça. Et c'est ça qui a bloqué le système d'innovation. Euh, pour pouvoir innover un produit, tu designs, mais tu as besoin d'un procédé. On design les machines, tu as besoin d'un matériau, tu l'achètes, mais tu n'as pas besoin, t'as personne pour te designer et fabriquer ton outil de mise en forme. Et là, tu t'arrêtes. Et c'est ça Ouais, qui a bloqué. ouais. Et c'est ça qui a bloqué. Mais D'accord? c'est étonnant, Abdeslam, parce que après tout, ils voyaient ce qui se passait de par ailleurs. L'usine Berlier, les gens ne sont pas partis en 24 heures en laissant en plan tout ça. Ils avaient eux-mêmes déjà des structures. C'est ça qui est assez surprenant. Mais bon, Ouais, je pense que le passé est le passé et on ouais. ne peut que constater les dégâts. Mais, mais En juste un petit revanche, mot sur ça. Juste un petit l'avenir mot sur ça. nous interpelle. Oui, Ouais, juste un petit mot sur ça. Moi, je pense que l'Algérie devrait écouter les ingénieurs plus, au lieu d'écouter les académiciens économiques. Les ingénieurs, ils ont quelque chose à dire. Ils ont de l'expérience, ils ont du vécu, ils touchent aux choses, ils fabriquent les choses, ils savent le savoir-faire des choses, mais c'est pas des experts en macroéconomie. Et ça, il faut en prendre compte. Il faut
en prendre compte. Et OK, on va en parler plus tard. Donc, oui, c'est ça. Écoute, ben, justement, là, c'est des questions éminemment. C'est vrai que c'est très technique, mais à la fin, on se rend compte que c'est éminemment politique. Et Absolument. pour preuve, ce que nous avons, nous pouvons, c'est vraiment pas une critique, mais c'est juste un constat. On a une stagnation du PIB en Algérie comparée à la croissance continue de pays émergents comme l'Éthiopie et le Vietnam. Et cette stagnation du PIB, elle est inquiétante. Elle est Ouais, inquiétante, elle nous préoccupe. ouais, Mais finalement, je me pose la question, et je l'avais déjà plus ou moins posée, en quoi l'ingénierie inverse peut-elle être justement cet outil qui va ouais, permettre de déconnecter la croissance économique ouais. algérienne de la dépendance aux hydrocarbures? Ouais. Avant de passer pour répondre à ta question, j'aimerais bien parler de ces slides que j'ai ici. Ce que vous avez à gauche ici, c'est les pays qui sont les meilleurs, les pays qui sont le plus performants en ce qui concerne la production d'outils, moules, matrices et ainsi de suite. On voit bien que dans notre région, il n'y a personne. L'Afrique du Sud, elle est juste là, dans le bas complètement. Peut-être la Turquie du monde musulman. Donc, si vous aspirez à devenir un pays développé, vous devez maîtriser les outils. Vous devez maîtriser la construction, le design et la construction des outils, parce que c'est ça qui va vous permettre de faire de l'innovation. Regardez les pays innovateurs, les pays qui dominent le monde. C'est eux, ils sont les maîtres dans l'industrie et le design et la fabrication des outils, moules, matrices et ainsi de suite. Et pour donner une note un peu positive, il y a des pays qui sont partis de rien. La Thaïlande, elle est partie de rien et elle, voilà, elle se classe bien. Ça va 2015, elle était ici. Le Mexique, avec le NAFTA et tout ça, et les États-Unis, elle a bénéficié de l'apport technologique, de transfert de technologie américain. Il avance. La Tchéquie, la même chose. Donc, c'est possible de le faire. D'accord? Oui, on revient à ça, là, oui, pour ta question. Oui. Alors, ça, c'est le produit intérieur brut de l'Algérie. Hein. On voit bien que l'Algérie ici en vert, même si le volume du produit intérieur brut est bon, sauf que si l'on voit ici à partir de 2008, et on voit juste cette partie-là, il est volatile, il est constant. Ce que j'ai fait, moi, dans ces courbes qu'on voit ici, c'est que j'ai pris à partir de 2008 jusqu'à 2022 et j'ai essayé de trouver la croissance par année du produit intérieur brut. Et regarde ce qui se passe. L'Algérie, elle stagne. Elle stagne. C'est honteux. Le Maroc, il progresse. L'Éthiopie, regarde la progression. Le Vietnam, qui a eu son indépendance après nous, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est ça qu'on veut, nous, c'est ça qu'il faut. Rester dans cet état-là, c'est très dangereux pour nous. C'est honteux même. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris cette courbe du pétrole, là, du prix du pétrole, et la courbe de PIB de l'Algérie, et j'ai cherché le paramètre de corrélation. Tu sais combien que j'ai trouvé? Point 95. Ça veut dire que tu peux 100% remplacer corrélé. ouais, ils sont corrélés. Tu peux remplacer une courbe par l'autre. Et c'est ça ce qu'il faut. Pourquoi l'Éthiopie, elle est dangereuse? Tu sais pourquoi l'Éthiopie? Parce que la Chine et la Russie, tu sais, l'usine Lada par exemple, la Russie, elle a promis à l'Algérie de la faire en Algérie, mais elle a fini par la mettre en Éthiopie. Et tu sais, la Chine, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut faire de l'Éthiopie le hub de manufacturing en Afrique. Oh, Et ouais. l'Afrique, en 2050, c'est 2,5 milliards de Mhm. consommateurs. Tu vois, 2,5 milliards, c'est énorme comparé à l'Europe qui est 450 et qui va regresser en 2050, elle va perdre de la population. C'est énorme, et ça, on est plein dedans, on est là-dedans. Et eux, leur économie, elle ne se base pas sur les ressources naturelles, elle n'est pas monolithique, elle n'est pas basée sur juste les hydrocarbures. Et même les hydrocarbures, c'est un avantage comparatif. Et je me demande, des fois, tu te tires, j'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a pas bénéficié de cet avantage. Pourquoi? Et c'est que nos planifications, nos changements, à chaque fois qu'on a un changement, on jette tout et on recommence à zéro. Alors qu'à chaque fois qu'on vit une expérience, il y a de la technologie il y a un stock de technologie qui est accumulé, il y a un stock de savoir-faire et on le jette.
Et c'est ce qu'on a fait depuis 1978. On a tout jeté ce qu'on a appris avec l'industrie industrialisante. Et le plus important, c'était le savoir-faire. C'était une richesse énorme, inestimable. Elle a été complètement gaspillée, éparpillée, avec toutes les restructurations qu'il y a eu l'une après l'autre. Oh, Je ne sais pas si oui, à ta Abdeslam, question. je voudrais juste aussi attirer ton attention sur les dépenses en recherche et développement et innovation engagées par ces pays. Donc, cette fameuse phase de soutien des pouvoirs publics à la recherche et développement et l'innovation. Parce qu'il y a très souvent des internautes ou des gens qui écoutent et qui disent, ah oui, le secteur privé algérien qui demande encore l'aide de l'État. Mais il n'y a aucun pays au monde qui a réussi son innovation et sa recherche et développement sans soutien justement de l'État. Et quand on Absolument. regarde les chiffres, on voit que l'Algérie actuellement dépense moins de 0,5% de son PIB Ouais, en recherche et développement, à comparer avec un pays que je ne citerai pas et que nous n'aimons pas tous, compte tenu de ouais, ce qu'il est en train de faire au Moyen-Orient, qui ouais. lui Je est sais à de quoi tu parles. 5,5% de Ouais, dépenses du PIB, comparé à ouais, l'Allemagne, qui est à ouais, 3,6% du PIB. ouais, Donc, ouais, on est très très loin. Et quand on est dans une logique où on dit ça suffit les importations, on va faire de l'import-substitution, ouais, mais la réponse de l'industrie devait être oui, d'accord, mais avec quoi? Compte tenu du ouais, fait que les ouais, marges opérationnelles, on est dans des pays où le pouvoir d'achat est relativement faible, donc les marges nettes ne permettent pas de dégager les flux financiers qui permettent de soutenir massivement la recherche et le développement. non, Et, et donc, il faut véritablement des packages très, 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 très importants pour très soutenir conséquent, ouais, là, conséquent et définir des secteurs stratégiques dont tu parlais tout à l'heure. Les ouais, machines-outils, la machine-outil, c'est un secteur stratégique qui doit se développer impérativement en Algérie. Nous ne le voyons pas aujourd'hui. On est toujours dans ouais, une logique de fabrication de produits finis avec des machines, des usines qui sont quasiment clés en main, hein, sans aucun transfert ouais, ouais, ouais. technologique. Mais ça, les clés en main, comme on a parlé de la Corée avant, tu fais du Ouais, clé en main, ouais, mais tu accumules la connaissance et après, il faut que tu forces. Quelle compagnie? Je prends par exemple l'exemple des. Parlons un peu Tu sais, il y a beaucoup de choses de bien qui se passent en Algérie, hein. Parlons par exemple ce développement de l'industrie des électroménagers. Tu sais que jusqu'à maintenant, ils continuent à importer des composantes de Corée et de Chine et de tout ça. Ça, ouais, ouais. c'est hallucinant. Ça, c'est incroyable. Moi, si j'étais l'État, je leur forcerais le bras pour qu'ils fabriquent ces affaires-là en Algérie en faisant du reverse engineering. C'est des composantes de basse technologie complètement. Tu Oui, ben vois? on n'est Il pas faut les dans, faire. on parle pas de fabrication de microprocesseurs qui nécessitent des dizaines de Oui, milliards on n'y oui, est pas voilà, c'est encore. ça. Voilà. Et en parlant de subventions pour la recherche et développement pour le privé, il faut aller voir ce qu'ils ont fait les Coréens quand ils sont passés à l'étape pour faire de l'imitation avancée et faire de l'innovation interne. C'est des subventions énormes, c'est de l'aide énorme, tu ne peux pas comprendre. Tu sais qu'ils sont arrivés, par exemple, pour les ingénieurs, à leur couper les taxes sur leurs revenus de 50% par rapport au reste. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Oui, Et sans parler de real estate, sans parler de toutes les incentives, toutes les incitations au privé. Eux, ils sont différents de nous. Eux, c'est les chaebol, leur développement, il est porté par des clans ou des clans familiaux les Hyundai, les Samsung, les LG, les tout ça. Ça, c'est des groupes familiaux, hein. C'est pas l'État n'intervient pas. L'État, tout ce qu'il fait, il va redistribuer les taxes pour donner des incentives pour que ces gens-là suivent sa politique. Et c'est du privé. C'est du privé. Il les a aidés énormément et tu vois le résultat où est-ce qu'il est arrivé. Et ça, il faut le faire. ouais. Sauf il faut aider parce que sinon tu ne peux pas compétitionner. Et aussi, le problème aider aussi à l'exportation. À un certain moment, l'Algérie, il faut que ça arrête, qu'on arrête de parler de substitution aux importations. À un certain moment, il faut passer à l'exportation. Tu ne peux pas devenir compétitif si tu ne te mesures pas à l'extérieur, tu ne te mesures pas aux étrangers. Et Et, comme j'ai dit avant, tu as cette opportunité phénoménale de l'Afrique
2,5 milliards de consommateurs qui sont avec nous. On est avec eux, on est parmi eux. Tu vois? Tu sais qu'il y a quelques jours, il y avait le salon de la sous-traitance. Je n'étais malheureusement pas à Alger pour y assister, mais j'encourage vivement, évidemment, tout acte de sous-traitance. Mais je tiens à le préciser, il faut comprendre que la sous-traitance, il y a un problème philosophique avec la sous-traitance. Au Ouais. niveau fiscal, elle n'est pas perçue comme une activité industrielle, elle est perçue comme une activité de service. Et de ce fait, la taxation, la taxation de la sous-traitance est disproportionnée par rapport à la, à la production industrielle pure. C'est-à-dire, je fabrique mon produit, je paye 19% d'impôts sur mes revenus de cette production, mais si j'alloue un certain temps de mes volumes de production disponibles à fabriquer un autre produit, ce produit-là devient du service et à ce moment-là, je paye 23% d'impôts sur les revenus générés par ce produit. C'est Alors, c'est du contraire, manufacturing. ça contredit, Oui, ça contredit cette logique de substitution aux importations, puisque oui, ça pousse tout le monde à investir, toute personne qui a une idée d'innovation, même si je fais du reverse engineering chez moi à oui, la maison et que j'ai réussi à innover, j'ai pas oui. besoin. Pardon, je connais quelqu'un qui sait fabriquer ce produit-là pour moi. Je n'ai pas besoin d'acheter et d'investir 10 millions de dollars ou 20 millions de dollars ou 2 millions de dollars pour construire une usine pour fabriquer ce produit. Il va le Non, fabriquer pour non. moi. Eh Oui, ben non, ça s'il marche est fait plus. interne, s'il est Ça fait marche plus. interne, Ouais. pourquoi? Pourquoi Ouais. tu le laisses pas faire? C'est de l'industrie aussi, c'est de C'est, la fabrication aussi. ouais. Voilà. Donc, écoute, il y a justement, tu me tends la perche pour la quatrième question qui est celle qui te passionne véritablement le Ouais, plus concernant le reverse engineering. Euh, Ce sont les propositions ouais, pour intégrer justement le reverse engineering dans le cursus des ingénieurs algériens. ouais, Selon toi, quelles compétences concrètes, disons, cette formation devrait prioriser pour ouais, répondre aux besoins de l'industrie algérienne actuelle et future? Voilà, ouais, donc ça va être ma dernière question, mais on conclura ouais. évidemment par d'autres choses. Mais je pense que là, on est au cœur du sujet. Ouais, juste un mot sur la sous-traitance. Tu sais, la sous-traitance, moi, si j'étais son attraque, je serais un moteur de l'industrialisation de l'Algérie et en utilisant le reverse engineering. Regarde ce que je ferais. Je prendrais des pièces qu'ils vont aller importer de l'extérieur ou qu'ils amènent d'autres compagnies. Je sais qu'ils ont fait un contrat avec une compagnie extérieure pour venir fabriquer des pièces à l'intérieur. Tu prends une pièce, tu la donnes à un couple d'ingénieurs, ingénieurs, et tu leur demandes de faire du reverse engineering et de ramener d'autres pièces copies. OK? Ils ne sont pas protégés, la plupart des brevets sont expirés, et ainsi de suite. Et c'est là que tu vas devenir un moteur d'industrialisation. Et c'est là que tu vas substituer à l'importation. Et ça, l'État devrait penser à ça et faire un genre de process qui permet ça. Toutes les compagnies manufacturières en Algérie vont créer des petites SMEs, des petites compagnies qui vont créer des petites pièces. Tu prends un moteur, un système mécanique, par exemple, quand on fait le focus sur le mécanique, tu peux le décomposer en toutes petites pièces. Il y a des pièces qui sont très simples à faire. Et on peut les fabriquer. Tu prends deux ingénieurs qui viennent juste de finir, qui ont eu une bonne formation, tu leur donnes ça, et ils vont te sortir la même pièce, la fabriquer, ils te vont te le donner, la donner. Et là, tu vas créer une autre entreprise. Et ça, il faut y penser. Il faut arrêter ces affaires-là de tout importer. On Oui, peut tout refaire. Moi, oui, j'ai eu l'expérience. Pourquoi je parle avec confiance comme ça? Parce que je l'ai fait. Et c'est facile. Si moi, en tant qu'Algérien, je l'ai fait, tous les Algériens peuvent le faire. Tu oui. vois? Il y a un jeune Euh, Algérien d'ailleurs à Gijol qui a une belle unité de production. Il travaille beaucoup sur des pièces, etc. Il essaye de travailler avec son attract. Mais c'est étonnant parce que lui, son entreprise est présentée comme étant une méga success story, alors que oui, c'est une success story. Il prouve ce que tu dis, mais au lieu que ça explose, c'est-à-dire qu'il y en ait 10, 100 qui d'un seul coup font la même chose parce que le marché est là et il existe, eh bien oui, non, ça ne se non. produit pas à cause du fait que probablement, il n'y a pas la bonne formation derrière.
Ouais, il n'y a pas la bonne formation. Parlons de formation, c'est tout un monde. Tu sais, c'est ça le problème de l'Algérie. Elle ne sait pas où aller. Comme je t'ai dit, elle change complètement de direction à chaque fois. Tu sais, par exemple, pour les lycées techniques, avant, on avait les lycées techniques où les lycéens apprenaient à utiliser les machines-outils, à fabriquer des pièces et ainsi de suite. Un jour, je ne sais pas qui est venu, il a dit, oh, arrêtez-moi tout ça. On ne fait plus de l'usinage, on ne fait plus toutes ces affaires-là. Et ils ont tout arrêté. Et là, ils reviennent, ils vont le faire aux universités. Anyway, euh, donc pour revenir à ce qui est important, maintenant, on va penser au futur, on va penser aux choses qui sont bonnes à faire. Et pour dire au sujet du reverse engineering, c'est pas juste la mécanique. Je parle par exemple, vous pouvez faire du reverse engineering de médicaments. Un pays qui s'est enrichi avec ça, c'est l'Inde. Tous les génériques qui sont fabriqués à l'Inde avec un tour de passe-passe de brevet. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Le reverse engineering des PCBs, des circuits imprimés d'électronique. On peut faire le reverse engineering des produits chimiques, le reverse engineering de tout. Tout, on peut le faire. Donc, ce qui Ouais, serait, même les oui, même les services. services, À les partir du moment où il y a process un de circuit. process, à partir du moment où il y a un process, il y a du reverse engineering. On peut Oui, l'améliorer. Et c'est oui, pour le ça, business c'est process. Tu peux faire le reverse engineering d'un business process. Et ça, ouais, c'est plus important aussi. Donc, aussi. ça s'applique partout. Et ce que j'ai remarqué, moi, les gens qui réussissent dans le reverse engineering, c'est des gens c'est des pays plutôt, pas des gens, des pays qui donnent de l'importance à l'éducation STEM. STEM, je pense que si vous avez écouté un peu Obama et tout ça, C'est le même mot, c'est le même. tout un Ouais. programme sur les STEM, à renforcer les STEM et encourager le STEM education. Le STEM, c'est quoi? C'est les sciences, Science, Technology, Engineering and Mathematics. C'est ça qui est le moteur du développement, le moteur de la croissance, le moteur de la sortie du sous-développement. Et c'est ça qu'il faut encourager en Algérie aussi. Tu sais, on mesure les pays par les gradués, les diplômés en STEM. Et si tu vois ici, dans ce graphe, la Chine elle est en volume, elle est la première, puis l'Inde, puis après tu as les États-Unis et la Russie, et l'Iran qui est là. Ça m'a étonné. L'Indonésie, le Japon. Mais si tu le prends par million d'habitants, regarde qui est le premier. C'est l'Iran. Et il ne faut pas que ça t'étonne que l'Iran fait le reverse engineering de tout, hein? Des drones, des fusées, les gens ne savent pas l'industrie iranienne, comment elle est développée, mécanique et tout ce que tu veux, pétrochimique et tout ce que tu veux. C'est un pays d'ingénieurs. Ils produisent plein d'ingénieurs. Et d'ailleurs, ils ont eu un président qui était ingénieur. Euh, donc, c'est ça que l'Algérie devrait faire. On doit devenir le premier producteur de STEM graduates en Afrique par million d'habitants. Tu sais, en faisant mes recherches, euh, ce qui m'a étonné, le pays où ces étudiants vont choisir le STEM, le premier au monde, hein, certainement c'est classé le premier au monde, tu vas être étonné. Et tu vas adorer parce que toi, tu as vécu là-bas. C'est la Tunisie. Tu vois, un petit pays comme ça. On devrait apprendre d'eux. Devrait apprendre de la Tunisie comment qu'ils ont réussi à pousser leurs étudiants à aller vers les STEM. Et c'est ça qu'on devrait faire. On devrait devenir le premier pays producteur d'ingénieurs par million d'habitants en Afrique. On devrait mettre ça comme objectif. On Mais j'ai doit avoir des étudié, moi. roadmaps, on doit avoir des routes, Ouais. comment on dit ça, roadmap, Oui, des plans de roadmaps, route. cursus. Oui, des plans de route. Mais, Des mais plans pour de le route. cursus, pour ce qu'il faut faire, comme j'ai dit, je le répète et j'arrête pas de le répéter, 2,5 milliards d'habitants, c'est Mama Africa, c'est là, on est dedans. C'est le Sahel, c'est là notre porte. C'est Tamaras, c'est ça. On devrait industrialiser toute cette frontière. On devrait aller là et utiliser le reverse engineering, prendre ce qu'on a appris, parce qu'ils ne vont pas nous le donner maintenant. Il faut arrêter un peu de penser trop à l'Europe. L'Europe, c'est un continent qui vieillit et c'est pas le continent qui va acheter nos produits. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Morjan.
cette histoire fantastique de, comment on dit, Hmm. ouais, c'est ce qui s'est passé avec eux. C'est là, notre avenir, il est là. Ouais, ouais. Il est là. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut intégrer le reverse engineering dans le curriculum des Le ingénieurs. Il faut que cursus ça des soit, années. il faut que ça fasse partie du programme de design. Mais il faut aussi donner aux universités le moyen et les équipements pour que les étudiants fassent du reverse engineering. Par exemple, qu'ils aient des scanners pour scanner, digitaliser les produits, pour des 3D printing. Tu sais, avec ça, moi, j'ai essayé de pousser ça avec une université, mais on ne m'a pas écouté parce qu'on m'a dit il faut que ça vienne d'en haut. Tu vois, c'est cette affaire de Hmm. rigidité. Il faut que toujours ça vienne d'en haut, il faut que toujours ça vienne du ministère. Il ne peut pas prendre d'initiative. J'étais prêt même, je te jure, j'ai acheté même un scanner et une imprimante 3D. Je vais l'amener la prochaine fois pour leur donner ça. Ça coûte pas cher, ça coûte même moins de 1000 $. Il y Disons 1200 a, dollars les deux. Tu vois? à Et Abdeslam, il y a 15 ans, dans l'usine que je dirigeais, on avait une très belle machine, mais qu'on n'utilisait plus. On avait pas un problème avec la machine, mais le marché n'était pas là. Et on ne savait plus quoi faire de la machine. J'ai appelé les gens de Polytechnique, je leur ai dit, écoutez, voilà une machine, voilà ce qu'elle fait. J'ai pas employé le mot reverse engineering. Démontez-la et essayez de comprendre ce que fait cette machine oui, pour le oui, reproduire. Voilà, c'est c'est tout ce que ça je le vous reverse demande. engineering. Je vous l'offre, elle est cadeau. Oui, Ils c'est l'ont ça le prise, reverse engineering. ils l'ont prise, ils n'en ont jamais rien fait. Ouais, tu Jamais, vois. jamais, jamais. Pourtant, l'école polytechnique est excellente. Il y a des gens Ouais, brillants et qui ont été formés, il y a des professeurs ouais, excellents, mais etc. Mais il y avait pas le mindset, l'état oui, oui, d'esprit. c'est ça. Mais aussi L'état d'esprit. Slim, il y a cette chose qu'il faut peut-être régler. Tu sais, le mandat de l'université, c'est l'éducation en premier et après la recherche et développement en deuxième. Et c'est généralement, c'est la recherche approfondie du prof, où il a fait son PhD, dans quel lab en Europe. Il va continuer cette même recherche qui va servir les labs étrangers et qui continue à ne pas servir l'Algérie. Alors que la solution, c'est la recherche appliquée. Et la solution, c'est ce que je propose ici, c'est créer des infrastructures, c'est créer des instituts qui ne font que de la recherche et développement appliqué, industriel et qui Oui, sont libres de l'université. Donc, ils se consacrent entièrement à supporter l'industrie et surtout les petites et moyennes entreprises. Et il faut créer un environnement de collaboration pour mutualiser les équipements, les moyens. Ça, c'est l'infrastructure. Et pour revenir un peu aussi aux skills, comme j'ai dit, ça, je l'ai dit déjà, il faut qu'on devienne un pays d'ingénieurs. L'autre affaire, c'est le gouvernement. Il faut qu'il torde le bras aux entreprises qui continuent à importer des pièces basiques, ouais. des pièces qui sont très simples. Tu n'importes pas ça, tu le fabriques. C'est facile. Engage deux ingénieurs et mets-les là-dessus. Tu peux le faire. Donc, c'est ça. Et on donne des incentives. Donc, le bâton et la carotte. Donc, il faut donner la carotte. Tu ne donnes pas juste le bâton. Tu veux leur permettre toutes les facilités, de l'aide à la recherche, beaucoup d'aide à la recherche industrielle et pas la recherche approfondie qui sert les pays développés. Toutes nos universités, la majorité de nos chercheurs, ils travaillent pour servir les pays développés. Non, il faut servir l'Algérie. Il faut que ça soit de la recherche appliquée. Donc c'est ça. Abdeslam, en fait, je vais te donner le mot de la fin. Parce que c'est tellement passionnant qu'on a envie de passer 2 heures, 3 heures. Je sais que tu as complètement réduit ton temps de présentation pour que ce soit Oui, oui, digeste. Parce que ouais, il faut, ce podcast-là était pour moi qui grandit et vécu dans l'univers industriel, ce podcast est déterminant. ouais, Il ne s'agit pas de mettre des usines qui fabriquent, comme dans mon cas, des jus de fruits ou de la confiture ou du fromage. Non, il s'agit d'avoir des usines où il y a des ingénieurs qui sont capables de dire, j'ai quelque chose de nouveau à proposer qui n'existe oui, pas sur Terre. C'est ça. Oui, je me suis inspiré. Et c'est ça. Oui, je me suis inspiré. Oui, j'ai vu, ouais, j'ai compris et j'ai fait mieux. Voilà, c'est ouais, ça. C'est pour ouais, ça que c'est très important. Et ce podcast, c'est ce que tu apportes comme témoignage. J'espère qu'on en fera d'autres sur ouais, des ouais, thématiques précises et déterminantes. Je te laisse ouais, le ouais. mot de la fin.
Oui, bon, Trente secondes. ce que je veux te dire, c'est que c'est un moyen pour nous de prendre la technologie nous-mêmes et ne pas attendre et ne pas à s'attendre qu'on nous l'offre. Tu sais, tu as vu toutes ces on-off d'importer l'industrie automobile qui reste juste du montage. On n'a jamais importé les le savoir-faire pour fabriquer des outils, pour innover et tout ça. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Et on est capable de le faire. On peut le faire. D'accord? Et ce que je veux dire, une chose qui est importante pour moi, faisons ça. L'Algérie, elle tarde à faire ça. Créons des instituts qui vont supporter ce mouvement d'industrialisation par le reverse engineering et qui sont dispersés dans l'Algérie tout entière et pas juste parce que moi, laisse-moi faire un petit éditorial. J'en ai marre de cette affaire de toutes les écoles supérieures et toutes les initiatives qui sont installées à Alger. Je pense Euh, que c'est grave, c'est pas quelque chose de bien. Regardez l'Allemagne, ils sont dispersés, les Fraunhofer Institute. Fraunhofer Institute, c'est un exemple qui est pris par le monde entier pour avoir des infrastructures qui vont aider les industries locales. Et quoi d'autre? C'est ça. Et puis on est capable de le faire. Et il faut le faire. Il faut le faire. Il faut Ben, que nous, on se prenne en main, nous-mêmes. ouais. Ben, il nous faut des dizaines de Abdeslam Bouti avec nous pour pouvoir provoquer ce déclic au niveau, puisque c'est très politique, c'est éminemment politique. Ce déclic doit se produire. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose au niveau industriel en Algérie. Beaucoup trop de MeToo, donc des imitations. Et on ne peut pas diversifier une économie avec des MeToo. Il faut absolument encourager cette recherche et développement. Oui, mais Abdeslam Bouti, ouais, juste un dernier mot, un juste un dernier dernier mot? mot, un dernier Avec mot. plaisir. Cette approche, cette idée, ça va pas juste nous permettre de créer de la richesse, ça va nous permettre aussi à faire du muscle militaire. Si on arrive à faire des affaires là, on arrivera aussi à pouvoir éviter les risques d'être captif d'un seul fournisseur d'armes. On pourra fabriquer nos armes nous-mêmes, même s'ils ne sont pas aussi performantes, mais on pourra le faire. Donc c'est très, très important pour l'Algérie. C'est très important. Très Je te important. remercie. C'est tout. Merci beaucoup, Abdeslam Bouti, et au OK. plaisir.